Dans un monde souvent séduit par des utopies d'égalité et de sécurité collective, où la promesse d'un avenir exempt des aspérités de la compétition et de la responsabilité individuelle résonne avec un attrait presque mystique, l'idée d'étiqueter le socialisme ou, plus précisément, la mentalité qui le sous-tend comme quelque chose d'apparenté à la psychopathie peut sembler non seulement radicale, mais profondément offensant. Pourtant, c'est précisément cette interrogation troublante qui émerge des profondeurs de l'analyse de Ludwig von Mises, particulièrement dans son œuvre séminale L'action humaine, bien que la référence soit à la mentalité anticapitaliste. L'action humaine est son œuvre maîtresse sur l'économie et la méthodologie. Mises, l'un des défenseurs les plus intransigeants du libéralisme classique et un critique féroce de toutes les formes de collectivisme, ne s'est pas contenté de pointer les failles économiques du socialisme, il a plongé dans les courants psychologiques souterrains qui, selon lui, animaient la ferveur anticapitaliste, révélant un tableau qui défie frontalement les narrations d'altruisme et de progrès social qui accompagnent fréquemment les idéologies collectivistes. Se demander si le socialisme, en tant que système de pensée et pratique, exhibe des traits comparables à ceux d'un trouble de la personnalité caractérisé par la manipulation, le manque d'empathie et un mépris grandiose des conséquences n'est pas un exercice de rhétorique vide, mais une tentative de comprendre la résilience d'une idée qui, malgré un historique marqué par des échecs économiques et des catastrophes humanitaires, continue d'exercer une fascination puissante sur l'imagination humaine. Serions-nous, en tant que société, perpétuellement ensorcelés par une mélodie qui masque une dissonance fondamentale avec la nature même de l'action humaine et de la prospérité? L'analyse de Mises suggère que les racines de cet enchantement pourraient être plus profondes et plus sombres que beaucoup ne sont disposés à l'admettre, ancrées non seulement dans des erreurs de calcul économique, mais dans des distorsions psychologiques qui servent des desseins obscurs. Pour Mises, l'aversion envers le capitalisme ne germait pas principalement d'une analyse froide de données économiques ou d'une compassion sincère pour les moins fortunés, bien que ces justifications fussent fréquemment brandies comme des étendards. Au lieu de cela, il identifiait une source beaucoup plus viscérale et troublante, le ressentiment. Le ressentiment de l'individu qui, confronté au succès d'autrui dans un système de libre marché, un succès qu'il perçoit comme immérité ou inaccessible pour lui-même, ne cherche pas l'émulation ou le dépassement personnel, mais la destruction du système même qui permet de telles disparités. Cette mentalité, argumentait Mises, est particulièrement prévalente parmi les intellectuels, les artistes et autres faiseurs d'opinion qui, se sentant sous-évalués par un marché qui récompense des compétences différentes des leurs, comme la capacité entrepreneuriale ou l'innovation technique, projettent leur frustration personnelle dans une condamnation morale du capitalisme. Il ne s'agit pas d'une critique constructive visant à améliorer le système, mais d'un désir, conscient ou non, de niveler la société par le bas, éliminant les hiérarchies de succès qui exposent leurs propres faiblesses ou leur manque de reconnaissance. Cette dynamique psychologique, où l'envie se masque en justice sociale, est l'un des premiers indices de ce que Mises percevait comme une pathologie au cœur de la pensée anticapitaliste. L'incapacité à gérer sa propre position relative dans la société, le refus d'accepter la responsabilité de son propre destin et la tendance à blâmer un système abstrait, le capitalisme, pour ses propres insuffisances sont des traits que Mises disséquait avec une précision chirurgicale. Il y voyait non seulement une erreur intellectuelle, mais un défaut de caractère, une fuite de la réalité de la condition humaine, qui est intrinsèquement inégale en talent, en ambition et en résultat. La promesse socialiste d'un monde où de telles différences seraient éradiquées ou rendues insignifiantes offrait donc un baume à l'ego blessé, un fantasme de revanche contre ceux qui avaient osé réussir là où ils avaient échoué. Approfondissant cette analyse psychologique, Mises exposait comment le socialisme, en promettant l'abolition de l'anarchie de la production capitaliste par la planification centrale, en appelait à un fantasme de contrôle total et d'omniscience fondamentalement irréalisable. La complexité stupéfiante d'une économie moderne, avec ses millions de biens, de services, de préférences individuelles et de conditions locales en constante évolution, rend impossible pour tout esprit ou comité central de calculer efficacement l'allocation des ressources. Mises, dans son argument séminal sur l'impossibilité du calcul économique en régime socialiste, démontrait que, sans la propriété privée des moyens de production et, par conséquent, sans marchés authentiques pour les biens capitaux, il ne peut exister de prix réel qui reflète la rareté relative et guide les décisions de production. Le planificateur central, dépourvu de ce système de signaux indispensables, tâtonnerait dans le noir, prenant des décisions arbitraires qui mèneraient inévitablement au gaspillage, à la pénurie et au chaos économique. Cependant, l'attraction psychologique de cette idée de planification réside précisément dans sa rationalité et son ordre apparent, en contraste avec l'imprévisibilité et l'injustice perçue du marché. Pour la mentalité anticapitaliste, l'ordre imposé, même s'il est inefficace et coercitif, est préférable à l'ordre spontané et décentralisé du marché, qui opère selon ses propres lois et ne se soumet pas aux desseins de planificateurs éclairés. Il y a ici un écho d'arrogance intellectuelle, une croyance implicite dans la capacité supérieure de certaines élites à déterminer ce qui est le mieux pour tous, ignorant les préférences et les connaissances dispersées des individus eux-mêmes. Cette présomption de savoir, ce refus d'accepter les limites de la raison humaine face à la complexité sociale, s'apparente à la grandiosité fréquemment associée à certains troubles de la personnalité,
où la réalité est distordue pour s'adapter à un schéma mental préconçu, et les conséquences désastreuses sont rationalisées ou ignorées. Le planificateur socialiste, dans la vision misésienne, n'est pas seulement un économiste erroné, il est une figure qui cherche à imposer sa volonté à la réalité, quel qu'en soit le coût humain. Cette quête de contrôle total ne se limite pas à la sphère économique, elle s'étend inévitablement à la vie individuelle, érodant l'autonomie et la responsabilité personnelle. En transférant à l'État la responsabilité de pourvoir aux besoins fondamentaux, de garantir l'emploi, la santé, l'éducation et la sécurité vieillesse, le socialisme, argumenté mise, infantilise le citoyen. Il le transforme d'un agent autonome, capable de faire des choix, de prendre des risques et de récolter les fruits, ou d'en assumer les conséquences, de ses actions, en indépendant passif, un pupille de l'appareil étatique. Cette dépendance, bien qu'elle puisse offrir une sensation superficielle de sécurité, a un coût psychologique profond, l'atrophie de l'esprit d'entreprise, de la capacité d'innovation, de la résilience face aux adversités et, en dernière instance, de la dignité humaine elle-même qui découle de l'autodétermination. L'individu cesse d'être le protagoniste de sa propre vie pour devenir une pièce dans l'engrenage collectif, dont la valeur est déterminée par son utilité pour l'État ou pour le bien commun, tel que défini par les planificateurs. Cette érosion de l'individualité n'est pas un sous-produit accidentel du socialisme, c'est une condition nécessaire à son fonctionnement. Un système qui exige la subordination de l'individu au collectif ne peut tolérer la diversité des fins, l'excentricité, l'ambition personnelle qui ne s'aligne pas sur les objectifs centraux. La mentalité anticapitaliste, en idéalisant la communauté et en diabolisant l'individualisme, fréquemment confondu avec l'égoïsme, pave la voie à cette subjugation. La promesse de libération de la tyrannie du marché se révèle, dans la pratique, comme la soumission à une tyrannie beaucoup plus étendue et insidieuse, celle de l'État omniprésent qui dicte non seulement comment produire et consommer, mais comment penser et vivre. La sécurité offerte est la sécurité de la cage dorée, confortable peut-être, mais fondamentalement déshumanisante. Et que dire de la psyché qui aspire à cette sécurité au détriment de la liberté? Mise suggère qu'elle reflète une fuite du vertige de la liberté, un refus de porter le fardeau du choix et de la responsabilité qu'exige la condition adulte. La conséquence inévitable de cette suppression de l'individualité est l'intolérance à la dissidence. Si le plan central est considéré comme l'expression ultime de la rationalité et du bien commun, quiconque le remet en question ou s'en écarte ne peut être vu comme quelqu'un ayant une opinion différente ou des objectifs légitimes propres. Il doit être nécessairement un ignorant, un égoïste ou, pire, un ennemi du peuple, un saboteur de l'utopie collective. Mise observer comment, historiquement, les régimes socialistes ont invariablement recouru à la coercition et à la violence pour imposer leurs desseins et réduire l'opposition au silence. La critique n'est pas perçue comme un retour d'informations précieux, mais comme une menace existentielle au projet. Cette dynamique crée un environnement de conformité forcée, où la pensée critique est dangereuse et la flagornerie envers le régime est récompensée. Le langage lui-même est déformé pour servir les objectifs idéologiques, la liberté en vient à signifier l'obéissance à l'État, la justice devient synonyme d'égalité matérielle imposée, et la vérité est ce que le parti ou le leader décrète. Cette manipulation sémantique, cette guerre contre la réalité et la pensée indépendante, est peut-être l'un des aspects les plus troublants de la mentalité collectiviste analysée par Mise. Elle révèle un profond manque de respect pour l'intelligence et l'autonomie des individus, les traitant comme une masse à modeler et à contrôler. La persécution des déviants, la création de boucs émissaires, comme les kulaks en Union soviétique ou les bourgeois dans d'autres révolutions socialistes, et la justification de la violence au nom d'un avenir glorieux sont des caractéristiques que Mise considérait comme inhérentes à la logique socialiste. Il existe ici un parallèle inquiétant avec la mentalité psychopathique, qui implique fréquemment la déshumanisation des victimes, la manipulation de la vérité pour un gain personnel et une absence de remords face aux conséquences destructrices de ses actions. L'utopie socialiste, dans la pratique, exige la suppression de ce qui rend la vie humaine significative, la liberté de penser, de choisir, de se tromper et de chercher le bonheur à sa propre manière. Les racines historiques de cette mentalité, selon la perspective misésienne, peuvent être retracées bien avant Marx. Elles remontent à d'anciens fantasmes d'un âge d'or perdu, à des ressentiments contre les hiérarchies sociales et économiques qui ont toujours existé, et à un désir récurrent dans l'histoire humaine d'échapper aux incertitudes et aux responsabilités de la liberté individuelle par la submersion dans un collectif protecteur. Les Lumières et la Révolution industrielle, en déclenchant des forces sans précédent d'individualisme, de mobilité sociale et de progrès économique grâce au capitalisme naissant, ont également créé de nouvelles tensions et anxiétés. Le déclin des structures sociales traditionnelles, comme les corporations, les communautés locales et les hiérarchies fixes, a laissé de nombreux individus désorientés, tandis que le dynamisme du marché créait des fortunes et des inégalités visibles qui alimentaient l'envie et le ressentiment, habilement exploités par les intellectuels et les agitateurs socialistes. Le socialisme moderne, par conséquent, n'est pas apparu de nulle part, il s'est approprié des aspirations et des frustrations préexistantes,
offrant un récit pseudo-scientifique, le matérialisme historique de Marx, et une promesse rédemptrice, la société sans classe, qui faisait appel à la fois à la raison et à l'émotion. Il s'est présenté non pas comme une idéologie parmi d'autres, mais comme le dénouement inévitable de l'histoire, la solution finale à tous les maux sociaux. Cette prétention d'inévitabilité historique est l'une des manières par lesquelles le socialisme se déguise en un naturel. En présentant le capitalisme comme une phase transitoire et exploiteuse, destinée à être dépassée, et le socialisme comme le stade supérieur de l'évolution sociale, ses partisans tentent de soustraire la question au domaine du choix et du débat rationnel. Qui oserait s'opposer au cours inexorable de l'histoire? Ce vernis de déterminisme scientifique masque la nature fondamentalement volitive et idéologique du projet socialiste, qui requiert non pas l'observation passive de l'histoire, mais l'action révolutionnaire et l'imposition d'un modèle préconçu sur la complexe réalité sociale. L'idée qu'une élite éclairée peut redessiner la société à partir de zéro, ignorant les traditions, les institutions et les connaissances accumulées au fil des générations, reflète une hybris dangereuse, une confiance démesurée dans la capacité de la raison humaine à contrôler des phénomènes sociaux qu'elle comprend à peine. Une autre manière par laquelle la mentalité collectiviste se masque en un naturel ou inévitable est par la cooptation du langage moral. Des termes comme justice sociale, égalité, solidarité et droits de l'homme sont fréquemment séquestrés et redéfinis pour servir l'agenda socialiste. La justice sociale cesse de signifier l'application impartiale de règles justes, égalité devant la loi, protection de la propriété et des contrats, pour devenir un prétexte à la redistribution forcée de la richesse et à l'ingénierie sociale. L'égalité cesse d'être l'égalité des droits et des opportunités pour devenir la quête utopique et destructrice de l'égalité des résultats. La solidarité cesse d'être un acte volontaire de compassion et d'entraide pour devenir une obligation imposée par l'État. Et les droits de l'homme, qui dans la tradition libérale classique sont des droits négatifs, protection contre l'agression et la coercition, comme le droit à la vie, à la liberté et à la propriété, sont gonflés pour inclure des droits positifs, droits à des biens et services fournis par des tiers, comme la santé, l'éducation, le logement, qui en réalité imposent des obligations aux autres et requièrent un appareil étatique massif pour être minimalement mis en œuvre, érodant les droits négatifs même qu'ils devraient protéger. Cette inflation et cette distorsion sémantique créent une confusion morale et intellectuelle, rendant difficile pour le citoyen ordinaire de discerner la différence entre la compassion sincère et la manipulation idéologique. Le socialisme se présente comme le champion de la moralité, tandis que le capitalisme est dépeint comme intrinsèquement égoïste et immoral. Cette dichotomie simpliste ignore le vaste réseau de coopération volontaire et les avancées sans précédent dans le bien-être humain que le capitalisme de libre marché a rendu possible, tout en omettant commodément l'historique de coercition, de misère et de tyrannie associée aux tentatives de mise en œuvre du socialisme dans la pratique. L'allégation de supériorité morale du socialisme est, dans l'analyse misésienne, une fraude intellectuelle et psychologique, un voile pour masquer le ressentiment, la quête de pouvoir et le mépris de la liberté individuelle. Considérez, par exemple, comment des systèmes de protection sociale extensifs, bien que souvent motivés par des intentions sincères, peuvent graduellement éroder la responsabilité individuelle et familiale, créant des cycles de dépendance qui se perpétuent sur des générations. Ce qui commence comme un filet de sécurité peut se transformer en un filet qui emprisonne, dissimulant le contrôle étatique sous le manteau de la bienveillance. L'impact de cette mentalité sur l'autonomie individuelle est dévastateur et multifacette. Au niveau économique, comme déjà mentionné, la substitution du marché par la planification centrale, ou même par des interventions étatiques massives dans des économies mixtes, restreint la liberté de choix du consommateur, du producteur et du travailleur. Les individus ne sont plus libres de décider ce qu'acheter, ce que produire, où travailler ou quel prix pratiquer. Ces décisions sont de plus en plus dictées ou influencées par des bureaucrates et des régulateurs. La propriété privée, fondement de l'autonomie économique et de la liberté personnelle, est affaiblie ou abolie, transformant les individus en de simples locataires ou employés de l'État. Mais l'impact va au-delà de l'économie. La mentalité collectiviste imprègne la culture, l'éducation et les relations sociales. Le système éducatif, souvent contrôlé par l'État, devient un véhicule d'endoctrinement idéologique, enseignant aux générations futures à accepter la primauté du collectif sur l'individu, à se méfier du marché et à voir l'État comme la solution à tous les problèmes. Les médias et les arts peuvent être cooptés ou contraints de promouvoir le récit officiel et de marginaliser les voix dissidentes. La notion même de mérite individuel est attaquée comme une construction sociale injuste, remplacée par des politiques identitaires et des quotas qui privilégient l'appartenance à des groupes au détriment des qualifications et de l'effort personnel. Le résultat est une société de plus en plus fragmentée en groupes d'intérêts concurrents, tous cherchant des faveurs et des privilèges auprès de l'État, et une culture qui décourage l'excellence, la responsabilité et la pensée indépendante. L'autonomie individuelle n'est pas seulement restreinte par des lois et des réglementations, elle est minée psychologiquement par la pression constante de se conformer,
par la diabolisation du succès et par la glorification de la dépendance. L'individu apprend à craindre la liberté et à chercher refuge dans la sécurité illusoire du troupeau. Cela soulève une question dangereuse, jusqu'à quel point la quête incessante de sécurité collective nous rend-elle complices de notre propre subjugation psychologique et politique des systèmes de crédit social, tels qu'expérimentés dans certains pays, où le comportement des citoyens est surveillé et noté pour déterminer leur accès à des biens et services, représente la manifestation extrême de cette logique, où l'autonomie est complètement sacrifiée sur l'autel du contrôle social, même dans des contextes qui ne s'identifient pas formellement comme socialistes, mais qui adoptent leur mentalité sous-jacente. Démanteler les effets de cette mentalité insidieuse requiert une stratégie multifacette, qui va au-delà de la simple critique économique et politique. Il faut, avant tout, une renaissance de l'appréciation de la liberté individuelle et de la responsabilité personnelle. Cela commence par l'éducation, non seulement l'éducation formelle, mais l'auto-éducation continue sur les principes de l'économie de marché, de la philosophie politique libérale classique et de l'histoire des idées. Comprendre comment la liberté économique est indissociable de la liberté personnelle, comment la propriété privée est la base de la prospérité et de l'autonomie, et comment les tentatives d'imposer l'égalité matérielle mènent invariablement à la tyrannie et à la misère est fondamentale pour inoculer l'esprit contre la séduction des utopies collectivistes. Il faut ressaisir le véritable sens de termes comme justice, égalité et droit, en les libérant de l'appropriation indue par la rhétorique socialiste. La justice signifie traiter les autres comme des fins en soi, en respectant leurs droits et leurs propriétés, et non utiliser la force de l'État pour égaliser les résultats. L'égalité signifie l'égalité devant la loi, et non la chimère de l'égalité matérielle. Les droits sont des protections contre la coercition, et non des revendications sur les ressources d'autrui. Cette clarté conceptuelle est cruciale pour démasquer la fraude sémantique qui soutient une grande partie de l'argumentation anticapitaliste. De plus, il faut cultiver les vertus associées à une société libre et responsable, la confiance en soi, l'initiative, la résilience, la tolérance à la diversité des opinions et des modes de vie, la disposition à prendre des risques et l'acceptation des conséquences de ses propres choix. Cela implique de résister à la tentation de chercher des solutions étatiques à tous les problèmes, de blâmer les autres pour ses propres échecs et d'envier le succès d'autrui. Cela requiert, en somme, une redécouverte de l'étau individualiste non pas dans le sens caricatural d'égoïsme atomiste, mais dans le sens de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu et sa capacité d'autonomie. Une stratégie cruciale pour démanteler les effets de la mentalité collectiviste est d'exposer implacablement ses dynamiques occultes et ses conséquences pratiques. Cela implique non seulement l'analyse théorique, comme celle réalisée par Mises, Hayek et d'autres penseurs de la tradition libérale, mais aussi la diffusion continue des échecs historiques et contemporains du socialisme dans toutes ses variantes. Il faut rappeler sans cesse les dizaines de millions de victimes des régimes communistes du XXe siècle, la misère économique et l'oppression politique qui ont caractérisé des pays comme l'Union soviétique, la Chine maoïste, Cuba, le Cambodge et la Corée du Nord. Il faut analyser critiquement les expériences socialistes plus récentes, comme celle du Venezuela, qui a transformé un pays potentiellement riche en un scénario d'effondrement économique, de crise humanitaire et d'exode massif. Et il faut examiner avec scepticisme les promesses du socialisme démocratique ou des politiques interventionnistes croissantes dans les pays occidentaux, en montrant comment elles, bien que pouvant paraître plus modérées, partagent la même logique fondamentale de méfiance envers le marché, d'expansion du pouvoir étatique et d'érosion de la liberté individuelle, menant à des résultats similaires, bien qu'à un rythme plus lent, stagnation économique, augmentation de la dépendance, polarisation sociale et restriction des libertés. La dynamique occulte à exposer est celle de la tragédie des biens communs appliqués à la politique, lorsque le coût des décisions est socialisé, payé par tous les contribuables, et que les bénéfices sont concentrés, favorisant des groupes d'intérêts spécifiques. La tendance est à l'expansion continue des dépenses publiques, de la réglementation et de la dette, indépendamment de l'efficacité ou des conséquences à long terme. Le politicien qui promet davantage de prestations étatiques est récompensé par des votes, tandis que celui qui prône la responsabilité fiscale et la liberté individuelle est souvent qualifié d'insensible ou de rétrograde. Rompre ce cercle vicieux requiert non seulement des arguments rationnels, mais aussi la capacité de connecter les politiques abstraites avec leurs impacts concrets sur la vie des gens, en montrant comment la sécurité, promise par l'État, est souvent illusoire et se fait au prix de la prospérité et de la liberté véritable. Un cas illustratif générique peut être celui de tout secteur fortement réglementé et subventionné par l'État, comme l'agriculture dans de nombreux pays, malgré les justifications de sécurité alimentaire ou de soutien aux petits producteurs. Le résultat fréquent est l'inefficacité, la dépendance aux subventions, la formation de cartels, des prix artificiellement élevés pour les consommateurs et des barrières à l'innovation, à un microcosme de la manière dont l'intervention étatique, même avec de bonnes intentions, fausse les incitations et nuit au bien-être général. Finalement, la résistance à la mentalité collectiviste exige du courage moral et intellectuel. Elle exige la disposition à défendre des principes impopulaires,
à remettre en question le statu quo et à résister à la pression conformiste qui imprègne une grande partie du discours public contemporain. Mises, lui-même un exemple d'intégrité intellectuelle inébranlable, a fait face à l'ostracisme et à l'incompréhension pour ses critiques radicales du socialisme et de l'interventionnisme à une époque où ses idées jouissaient d'un grand prestige. Sa vie est un témoignage du pouvoir des idées et de l'importance de défendre la vérité, même lorsqu'elle est inconvenante ou dangereuse. Aujourd'hui, dans un environnement culturel souvent dominé par le politiquement correct, la culture de l'annulation et une hostilité diffuse envers le capitalisme et les valeurs occidentales, défendre la liberté individuelle, l'économie de marché et la responsabilité personnelle requièrent une dose similaire de courage. Cela signifie être prêt à être étiqueté d'égoïste, d'insensible, de rétrograde ou pire encore. Cela signifie défier les récits simplistes qui blâment le capitalisme pour tous les maux sociaux et présentent le socialisme comme une panacée moralement supérieure. Cela signifie, en essence, penser par soi-même et avoir l'audace d'exprimer ses convictions, même si elles vont à contre-courant. La bataille contre la mentalité collectiviste n'est pas seulement une bataille économique ou politique, elle est, fondamentalement, une bataille psychologique et spirituelle. C'est la bataille pour l'âme de l'individu, pour sa capacité de raisonner, de choisir, de créer et d'assumer la responsabilité de sa propre vie. C'est l'affirmation de la dignité humaine contre les forces qui cherchent à la réduire à un simple rouage dans la machine collective. L'analyse de Mises, aussi choquante qu'elle puisse paraître en équiparant certains aspects de la mentalité anticapitaliste à des traits psychopathiques, le ressentiment déguisé en justice, la grandiosité de la planification centrale, la manipulation du langage, le manque d'empathie pour les victimes de la coercition étatique, le mépris de l'autonomie individuelle, sert d'avertissement puissant. Elle nous oblige à confronter les motivations sombres qui peuvent se cacher derrière les plus nobles utopies et à réaffirmer la valeur irremplaçable de la liberté comme condition essentielle à l'épanouissement humain. Le chemin pour redéfinir notre relation avec le collectivisme ne passe pas par de nouvelles formes de planification ou de contrôle, mais par un retour radical au fondement de la liberté individuelle, de la propriété privée et du gouvernement limité, les piliers sur lesquels la civilisation et la prospérité ont été construites et les seuls antidotes efficaces contre la mentalité que Mises a si brillamment disséquée. La question, alors, n'est pas de savoir si le socialisme est littéralement psychopathe, mais si la mentalité qui l'anime partage des caractéristiques profondément troublantes qui, si elles ne sont pas reconnues et combattues, menacent de corroder non seulement notre prospérité économique, mais notre humanité même.